Nos prochaines causeries, nous sommes au mois de juin 2013. J'ai écrit beaucoup de textes et j'ai fait peu de causeries, donc je voudrais un petit peu, par les prochaines causeries que je vais donner, résumer la substance de ces nouveaux textes et ce qu'il faut en retenir pour ceux qui ont peut-être du mal à se concentrer sur l'écrit. Donc passons à l'oral. Alors, donc cette causerie de synthèse sur l'astrologie, où est-ce que nous sommes arrivés au cours de ces derniers mois? Est-ce que nous avons progressé? Est-ce que nous avons avancé? D'abord, je voudrais quand même préciser que la notion de progrès sur le plan de la réflexion intellectuelle n'est pas uniquement due à une affaire de pratique, au sens de application à des cas particuliers, à des cas spécifiques, que la notion de progrès est aussi, et probablement davantage, fonction d'une observation du monde en général, parce que les cas spécifiques, c'est bien gentil, mais ce qui nous intéresse, ce sont les récurrences. Ce qui nous intéresse, ce sont les choses qui reviennent, qui se répètent. Donc, on ne peut pas faire apparaître des répétitions en s'intéressant à des cas isolés. Et deuxièmement, on peut s'apercevoir que le modèle qu'on utilise peut être amélioré, qu'il comporte certaines incohérences ou certaines inconsistances. C'est à dire par là que la réflexion sur le plan purement théorique est également indispensable. Alors, justement, ça nous ramène à la question précisément de la théorie astrologique. Et j'ai élaboré, j'emploie maintenant un autre mot, qui est la notion d'algorithme, que je n'utilisais pas auparavant. C'est un mot qui vient de l'arabe, et notamment de l'inventeur de l'algèbre, Al-Khawarizmi. Je crois que l'astrologie est au premier chef concernée par l'algorithme. Et que même quelque part, elle est d'abord avant tout un algorithme. C'est-à-dire qu'elle nous dit comment les choses vont se passer. Non pas au sens de la voyance, qu'est-ce qui va arriver, mais selon quel stade, selon quelle phase un processus se développe. Par quelle périodicité se met en place un processus. Et cet algorithme, il ne saurait en réalité être particulier à l'astrologie. C'est le grand reproche que l'on peut faire aux algorithmes actuellement existants en astrologie, c'est qu'ils sont en quelque sorte réservés à l'astrologie. Et qu'ils ne sont pas partagés en dehors de l'astrologie. En tout cas pas aujourd'hui. Et ça me paraît extrêmement fâcheux. Il est bien préférable de se tenir à l'idée que l'astrologie a besoin de se servir d'un algorithme puissant et universel, que l'on puisse retrouver dans les domaines les plus divers, y compris celui de l'astrologie. Et pour cela, évidemment, vous me direz, oui, mais alors, qui va nous fournir cet algorithme? Moi, je répondrais de manière un peu différente. Je dirais, il n'est pas interdit que l'astrologie fournisse cet algorithme, à condition de ne pas considérer cet algorithme comme étant proprement astrologique. Si un algorithme est universel, il est donc également normal qu'il apparaisse dans un domaine ou dans un autre. Mais il est également normal qu'il ne soit pas limité à ce domaine. Donc, ce qui fait obstacle à cette démarche, c'est évidemment le fait que, précisément, l'astrologie actuelle
véhiculent des algorithmes, parce qu'il faut quand même les appeler comme ça, qui sont extrêmement vétustes et sur lesquels, par conséquent, on n'a pas une maîtrise absolue, on n'a pas une compréhension, on n'a pas une intelligibilité absolue. Et c'est moins qu'on puisse dire. Alors moi je dis, remplaçons les anciens algorithmes par de nouveaux algorithmes. Il est possible qu'à un certain moment de son histoire, l'astrologie ait emprunté à tel ou tel algorithme qui lui semblait universel. Le cas le plus frappant, le plus flagrant, c'est évidemment celui du symbolisme zodiacal. Ce symbolisme zodiacal, il s'origine bel et bien dans le calendrier des 12 mois. Comme on peut le voir d'ailleurs dans les almanachs, dans le calendrier des bergers, dans les Très Richards du duc de Berry, il y a une iconographie des 12 mois. Et ces 12 mois, ils s'originent dans le calendrier semi-lunaire de l'Antiquité, et avec, bien entendu, les conjonctions Soleil-Lune qui sont censées initier chaque mois. Alors, on ne reviendra pas sur ce point, mais je crois qu'il y a suffisamment d'éléments qui font penser qu'en effet, la symbolique des 12 mois est à l'origine de celle du zodiaque. Alors, bon, comprendre comment on est passé des uns aux autres est assez complexe. Il y a des cas qui sont assez flagrants, d'autres qui le sont moins. Mais de toute façon, sur ce point, c'est à peu près certain. La notion même de fait qu'il y ait 12 signes zodiacaux renvoie bien évidemment à la question des 12 mois. Alors, c'est un algorithme qui correspond au cycle des saisons. Printemps, été, automne, hiver, mais qui a été démultiplié en passant du 4 au 12, avec effectivement 3 signes pour chaque saison, 3 signes qui sont censés illustrer les problématiques de chaque saison. Et là encore, c'est pas le moment ici d'en parler, mais encore, là il y a des recoupements qui sont nets et d'autres qui sont plus hasardeux. Et puis il y a aussi d'autres questions qui sont venues se greffer, et d'autres emprunts. Comme les 4 animaux, tétramorphes, le lion, le taureau, l'aigle et l'homme, qui ont une autre origine apparemment que celle des 12 mois. Donc là on est dans une sorte de syncrétisme sur lequel on ne reviendra pas, et c'est bien ça le problème, c'est que cet algorithme il est extrêmement lourd, il manque de fluidité à l'évidence, hein. À tel point, à telle enseigne que chaque signe apparaît désormais comme une sorte d'entité spécifique. Tellement spécifique d'ailleurs que les astrologues, encore aujourd'hui, et c'était déjà comme ça il y a 50 ans, et à bien avant encore, en sont à se demander si tel ascendant ou si telle planète se trouve dans un signe ou dans le suivant. Et ça paraît assez caricatural, parce que par définition, un algorithme n'est qu'une indication, n'est qu'une illustration d'un processus. On ne doit pas le prendre à la lettre, on ne doit pas figer les frontières entre un signe et un autre, au point de dire est-ce qu'il est à 29 degrés, est-ce que tel astre à 29 degrés 58 ou à 0 degré du signe suivant, enfin, tout ça me paraît totalement aberrant, surtout quand ce ne sont même pas les signes cardinaux, mais que ce sont des passages à l'intérieur de chaque saison. C'est encore pire. Alors,
cet ancien algorithme zodiacal, il est extrêmement présent en 2013. Il y a une résurgence effectivement de la dimension zodiacale au niveau notamment prévisionnel, au niveau de l'astrologie mondiale, alors même que André Barbeau avait tout fait justement pour qu'on fasse abstraction de ce référentiel zodiacal, que ce soit dans sa théorie des cycles de planètes, que ce soit dans la Terre, où il importe peu que les planètes soient concentrées dans un signe ou un autre, dans ce système. Cela dit, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et il est clair que il y a dans le zodiaque une dimension qui n'est pas à évacuer. Le quaternaire, celle l'algorithme n'est pas constitué par les 4 étoiles fixes royales. L'algorithme est censé décrire ce qui se passe entre deux conjonctions, entre Saturne, dans ce que j'appelle maintenant l'astropsychologie, qui est ma propre école d'astrologie, entre Saturne et chacune de ces 4 étoiles fixes royales, par conséquent, pour une période de 7 ans. Donc ce n'est pas le passage de Saturne sur les différentes étoiles fixes royales qui va déterminer des phases successives, puisque chaque fois que Saturne repasse en conjonction, on redémarre l'algorithme à partir de 0. En revanche, il faut effectivement expliquer comment les choses évoluent sur une période de 7 ans. C'est là qu'on a besoin d'un algorithme. Alors, moi j'ai proposé tout simplement, dans un souci extrême de simplicité, et surtout d'universalité, de dire qu'il y avait un processus initial qui comportait une certaine force d'attraction, de gravitation, d'aimantation, qui est bien incarnée par la conjonction entre deux facteurs qui ne se rejoignent que périodiquement, à savoir Saturne est l'une des 4 étoiles fixes royales, étant donné que Saturne est évidemment le facteur mobile, de mouvement, et non pas l'étoile. Et effectivement, lorsque la conjonction se distend, se dénoue, nous avons affaire à quelque chose d'un autre ordre, c'est-à-dire une certaine faiblesse de la concentration, de l'attraction, de la gravitation. Pour prendre un exemple, il est plus facile de rassembler en phase de conjonction, à l'approche d'une conjonction, au lendemain d'une conjonction, que lorsque l'écart entre Saturne et l'étoile fixe qu'il a couvert, qu'il a traversé, en quelque sorte, lorsque cet écart est devenu assez important. Et à ce moment-là, l'ensemble ne tient plus. L'ensemble se dissout, l'ensemble se démembre, et une diversité se développe.
On a d'ailleurs là l'exemple, l'illustration, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, avec la conjonction qui est la construction de la tour, une sorte d'unification, d'unité, c'est ce qu'on dit dans la Bible. Les hommes vont s'unir par la tour de Babel, qui s'élève jusqu'aux cieux en quelque sorte. Et puis à un moment donné, il y a cette dislocation, ce démantèlement de la tour de Babel. Donc la tour de Babel elle-même n'est pas l'expression du désordre. C'est la destruction de la tour de Babel qui est un désordre. Parce que souvent on utilise l'emploi de la tour de Babel pour dire oui, c'est la confusion. Non. C'est dans un deuxième temps. Ah, il y a un contresens. Effectivement, on peut observer que ce schéma constitue une grille tout à fait raisonnable et tout à fait acceptable pour comprendre ce qui nous entoure, et pour comprendre à quel moment, justement, instinctivement, si on peut dire, on se rend compte qu'on est dans une phase de conjonction, de concentration, de rassemblement, ou une phase de dispersion, une phase d'orthosécurité. Donc c'est ça le nouvel algorithme que je propose pour l'astrologie. Il n'exige aucune référence à un symbolisme vétuste et corrompu, je dirais, et perturbé et vicié jusqu'à un certain point. Et surtout, on ne se sert plus, évidemment, de la symbolique zodiacale en tant que telle, même si, effectivement, au niveau du calcul des positions planétaires, on utilise cette symbolique comme le font les astronomes eux-mêmes. Enfin, je veux dire, mais ça, on peut se servir de cet algorithme qui aurait pu disparaître du discours astronomique. Mais enfin, tant qu'un algorithme n'a qu'une fonction purement formelle, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, en astrologie, il n'a pas qu'une fonction formelle, il a aussi il est censé refléter une réalité et servir d'outil prévisionnel. Donc on est tout à fait dans notre plan. Donc là, quand il s'agit de faire des prévisions, on ne va pas utiliser des algorithmes qui ne tiennent pas debout, qui ont perdu une grande partie de leur signification. Alors il y a d'autres algorithmes aussi en astrologie qui ne valent pas beaucoup mieux, qui pourraient être remisés aux vieilles lunes. Il y a celui des aspects, par exemple, qui est un algorithme. D'ailleurs, beaucoup d'ouvrages sur les cycles planétaires mettent en avant les aspects, notamment, effectivement, André Barbeau, quand il étudie le cycle de planètes, eh bien, ça passe par les aspects plus ou moins favorables, plus ou moins dissonants. C'est un algorithme. C'est-à-dire, bon, il ne faut pas non plus le prendre à la lettre, et surtout, qui n'est pas réparti de manière totalement régulière, parce que si on prend les aspects de 0 degré, 60 degrés, 80 degrés, déjà 120 degrés, c'est pas non plus, ça ne constitue pas des phases de même durée. Donc c'est aussi un problème, parce que normalement un algorithme, sans être extrêmement précis, ne saurait en tout cas introduire des inégalités dans son processus évolutif. Et puis il y a aussi les 12 maisons, qui sont aussi un algorithme, un vieil algorithme, qui là est un emprunt de l'astrologie à une théorie des âges, une théorie des états de l'être humain, de la naissance. Surtout si on s'arrête à la maison 8, qui est la maison de la mort, puisqu'il y a eu apparemment un système d'algorithme à 8 maisons, et donc avant d'en avoir un à 12, en fait, c'est encore un problème. Et puis, il y a aussi l'algorithme planétaire, avec notamment le dispositif qu'on trouve dans la tétrabible de Ptolémée, au deuxième siècle de notre ère, à savoir l'attribution
des secteurs à une planète. Hein. Depuis le Soleil et la Lune jusqu'à Saturne, on passe par les secteurs dominés par Mercure, puis par Vénus, puis par Mars, puis par Jupiter. Donc ça aussi c'est un algorithme fondé sur une symbolique planétaire, mythologique, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs de quelle façon ces facteurs s'enchaînent les uns dans les autres. Pourquoi passe-t-on de Mercure à Vénus, puis de Vénus à Mars? Ce qui nous renvoie à... Il y a eu des tentatives. De toute façon, dans tous ces domaines-là, il y a une exégèse astrologique, des justifications après coup pour dire oui, c'est pas tellement aberrant, ça tient, on peut comprendre. Pardon. De toute façon, en tout état de cause, là aussi, nous avons des algorithmes qui sont un petit peu dépassés et qui sont devenus un petit peu opaques et peu compréhensibles. Et puis en plus sur cette diversité même de ces différents algorithmes qui fait déjà en elle-même problème. Alors qu'en fin de compte, au moins au sein de l'astrologie, il serait quand même bon qu'on ait un seul et unique algorithme pour structurer les différents parcours planétaires. Alors effectivement, l'algorithme, c'est aussi une façon de conseiller bien sûr les gens, en leur expliquant qu'effectivement, toute action qu'ils vont entreprendre sera tributaire de cet algorithme. À savoir, au départ d'une phase, donc on peut calculer assez facilement par les éphémérides, cette rencontre de Saturne sur un des 4 points stellaires qui ne changent pas, donc on peut les connaître une fois pour toutes, et donc par conséquent, c'est pas compliqué, et il n'y a plus qu'à examiner les éphémérides avec Saturne, et comme Saturne lui-même avance de 7 ans en 7 ans, là aussi on peut avoir en tête à peu près le calendrier, sans aller, sans dépendre à l'extrême des éphémérides, sinon pour recaler de temps en temps le système, vu que c'est pas totalement rigoureux au niveau du timing, il peut y avoir des décalages, des petits décalages, enfin, donc il vaut mieux quand même se référer aux réalités planétaires, mais globalement, d'un point de vue, je dirais presque numérologique, on va de 7 ans en 7 ans. Ce qui veut dire que ce qu'on a vécu en telle année va se reproduire 7 ans après. Dans les grandes lignes, bien évidemment. Et seulement, non pas tant au niveau individuel, mais aussi au niveau du collectif. Parce qu'en réalité, l'individu dépend du collectif. Et si le collectif favorise certaines choses, il favorise certains individus. Et inversement. C'est toute la question d'ailleurs qui se pose, à savoir que un algorithme qui favorise les nouveaux départs ne s'adresse pas à tout le monde. Il est évident que tout le monde n'est pas créateur, n'est pas initiateur. Et donc par conséquent, c'est un algorithme qui, dans son point de départ conjonctionnel, est assez élitique. Il y a une demande de leaders, il y a une demande de meneurs, il y a une demande de personnes qui sont capables de faire apparaître l'unité derrière la diversité. Et donc de relativiser la diversité. Alors ça, c'est intéressant parce que cette diversité, elle existe dans les faits. Mais tout dépend de la question de savoir si il y a des personnes qui sont capables de faire se rejoindre les choses. C'est comme, je sais pas moi, dans la mythologie, il y a une histoire d'un arc que seuls très rares personnages pouvaient utiliser, parce qu'ils en avaient la force. On parle d'ailleurs d'Ulysse dans ce cas précis.
Eh bien oui, encore faut-il avoir la force de se servir de cet arc. Et l'arc, il est là. Encore faut-il avoir quelqu'un qui peut s'en servir. Donc les difficultés, elles ne sont pas absolues. Les difficultés, elles sont relatives à la capacité ou à l'incapacité des gens de les surmonter. Et en phase 1, en phase de départ, il y a une demande d'emploi, si on peut dire, pour ceux qui sont capables ou qui se prétendent capables d'unifier et de rassembler. Pour y parvenir, il faut qu'effectivement le personnage en question soit capable de dépasser les clivages, d'en montrer le caractère marginal, relatif, et donc de faire gagner l'idée d'unité, d'union. Ça demande un esprit philosophique, ça demande une capacité d'abstraction, ça demande d'évacuer des éléments qui feraient obstacle, et qui seraient des éléments de différenciation qui font problème, comme la question justement des algorithmes anciens qui fait obstacle à la mise en place de nouveaux algorithmes. Alors bien évidemment, dans l'autre sens, plus le phénomène cyclique se dissout, se développe, moins la capacité de rassembler et d'unifier est forte, et donc plus les choses, dans un processus babélique, justement de destruction de Babel, plus les choses vont à nouveau prendre les formes les plus diverses. Donc plus la notion d'unité sera de moins en moins perceptible. Et c'est ça, l'algorithme, c'est le passage de l'unité, réservée à quelques cerveaux, quelques leaders, à la diversité qui là s'ouvre à de plus en plus de gens. Puisque le travail d'unité n'est plus requis. Donc la capacité de synthétiser, de conceptualiser n'est plus du même gabarit. Et donc il y a plus de gens capables de correspondre à cette fiche de poste. Et donc petit à petit, le nombre de gens qui vont participer à cette dynamique va augmenter. Au départ, il y avait très peu d'acteurs, et puis de plus en plus, il y a une démultiplication du nombre d'acteurs. Ce qui d'ailleurs correspond justement à cette idée de la confusion des langues, où tout le monde parle une langue différente, il y a des cloisonnements à tous les niveaux. Ça, c'est le propre de la fin de l'algorithme. Pas vraiment à la fin, parce qu'à la fin, on se rapproche déjà de l'algorithme dans son point de vue initial, mais disons du milieu du processus algorithmique. Ou en tout cas du dernier tiers du processus algorithmique. Et encore, pas tout à fait. Mais tout ça, c'est graduel, n'est-ce pas? C'est graduel. Il y a un moment de forte concentration, puis après ça se disperse, puis après ça se reconcentre. Alors, dans mes articles, j'ai donné de nombreux exemples sur le terrain de ces moments privilégiés d'union, de rassemblement autour d'une cause commune, mobilisant des entités extrêmement différentes autour d'une même cause, parce qu'il y a une énergie capable de rassembler. Et inversement, lorsque cette énergie n'est plus là, lorsque les personnes capables de faire ce rassemblement n'ont plus cette énergie en eux-mêmes, eh bien, on est obligé de laisser les choses comme ça se disperser, se dissoudre, se démanteler. On pense par exemple à la crise de l'euro, on pense inversement
certaines décisions très unanimiques, comme par exemple la création de l'État d'Israël en novembre 1947, par une assemblée générale où les voix de la Russie et de ses satellites se sont ajoutées aux voix du monde occidental, en dehors bien entendu de l'Angleterre qui était abstenue pour des raisons qui sont liées à l'histoire du mandat britannique sur la Palestine, enfin on va rentrer dans le détail. Mais avec cet algorithme duel, on a effectivement un outil de travail tout à fait intéressant, qui est à la fois, si l'on veut, dans mon cas, si on peut dire, initié au niveau de l'astrologie, mais pas tant que ça, parce que ma réflexion sur ce modèle, c'est d'abord une réflexion sur l'histoire des hommes, et c'est ensuite que je me suis demandé quels étaient les marqueurs célestes qui correspondaient à ces moments où l'algorithme, un nouvel algorithme, un nouveau cycle de 7 ans se met en place. Donc, j'emploie le mot astropsychologie parce que l'astrologie est une passerelle entre l'étude de ce qui est en haut dans le ciel et de ce qui est en bas sur Terre. En sachant d'ailleurs que, à l'origine, c'est assez complexe. À l'origine, effectivement, c'est pas le ciel qui a imposé à l'astrologie cet algorithme. C'est l'algorithme qui a choisi des repères cosmiques qui paraissaient correspondre à ses besoins. Je suis tout à fait hostile à l'idée que l'astrologie ait existé en tant que telle et que les hommes n'aient fait que la redécouvrir. Je pense que l'astrologie est une construction des êtres humains dans une démarche astropsychologique, c'est-à-dire une volonté de rationaliser la notion d'évolution, la notion de cycle au niveau des activités humaines. Non seulement à un niveau très bref, qui est celui du mois, ou de la saison, ou de l'année, mais à un niveau plus ample, qui est celui donc du cycle de 7 ans. Et ça, le grand progrès, c'est d'établir une psychologie plus vaste que celle qui est liée à l'année, au jour, à la semaine. Alors, celle de la semaine est très importante. Elle est liée évidemment à la phase de la Lune. Et par extrapolation, on a cherché dans Saturne l'idée d'une nouvelle lune, une lune supérieure, passant ainsi des 7 jours aux 7 ans, puisque Saturne a la même configuration numérique que la Lune. C'est l'occasion de rappeler tout de même que l'astrologie est née d'abord dans un rapport entre la Lune, facteur unique, et les étoiles. À une époque où on ne connaissait pas les planètes, où les planètes étaient assimilées à des étoiles. Et ce n'est qu'ensuite qu'on a ajouté des planètes supplémentaires, donc encore que la Lune ne soit pas vraiment une planète. Et à ce moment-là, les choses ont dérapé. Et on est arrivé à l'idée que l'astrologie pouvait fonctionner avec l'utilisation uniquement des planètes et sans les étoiles fixées. On a eu une très grave erreur d'orientation dans l'histoire de l'astrologie. D'ailleurs, comme dit certains astrologues aujourd'hui, il y a
a aucune réalité astronomique qui implique qu'une planète tourne autour d'une autre planète. Elle ne peut tourner qu'autour d'une étoile. Donc, je suis tout à fait favorable à ceux qui militent pour l'abandon de toute cyclologie planète-planète. Je crois que cette cyclologie-là a fait long feu, bien qu'elle soit encore très populaire. Alors, je ne rappellerai pas les objections qui ont été faites concernant la fragilité des algorithmes existants actuellement en astrologie. L'une des objections majeures, d'ailleurs, étant la non-régularité, la non-égalité des secteurs. Je ne parle pas de l'égalité des secteurs zodiacaux ou des maisons, encore que pour les maisons, on sait, tout dépend du système des maisons. Les maisons égales, mais il y a aussi des tas de systèmes de maisons inégaux. Sans parler des constellations qui elles-mêmes ne sont pas égales. Mais ce qui est plus gênant, c'est au niveau des cycles cosmiques. Parce que si on utilise aussi les planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton et d'autres qui ne sont pas transsaturniennes comme Cérès, Jupiter, etc., astéroïdes, eh bien, on a une combinatoire extrêmement compliquée où les astrologues sont complètement eux-mêmes, d'ailleurs, un vrai labyrinthe. C'est pas un outil prévisionnel valable. On n'est pas dans l'ergonomie, là, c'est beaucoup plus style. Alors, je crois qu'effectivement, des choses qui sont caduques en astrologie. Il faut bien comprendre que ce serait une erreur d'intégrer de façon définitive et irréversible certains algorithmes qui ont pu effectivement être utilisés en astrologie comme faisant partie intégrante de la tradition astrologique, qui font partie de l'histoire de l'astrologie, certes, mais l'historien est là aussi pour signaler l'arrivée de certaines choses et puis la fin de certaines choses. Des savoirs qui se sont constitués à une certaine époque et qui n'ont pas forcément à se perpétuer indéfiniment. On a l'impression que certains astrologues, même parmi ceux qui sont censés être les plus pondérés et les plus raisonnables, continuent à enseigner les 12 signes, les 12 maisons, les aspects, les domiciles des planètes, et tout est quantique, comme constituant le fond de commerce, comme constituant le cœur même de l'astrologie. Et là, je me porte totalement en faux. Alors je sais que certains diront avec un certain sentiment de panique, mais si vous enlevez ça, qu'est-ce qui reste? C'est ça le drame, c'est de pouvoir réagir de cette façon-là. L'algorithme n'est pas censé. L'algorithme, c'est quelque chose d'amovible. On dit, voilà, bon, pour faire telle activité, pour lancer telle entreprise, on va suivre tel algorithme, on va suivre tel plan. Non, on peut changer de plan. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc les algorithmes sont amovibles, sont remplaçables. Ce qu'on a oublié en astrologie, justement, c'est qu'ils étaient remplaçables. Et que l'algorithme qui a zodiacal, il n'est pas plus légitime que l'algorithme que je viens d'exposer tout à l'heure. D'abord, il n'est pas du tout, à mon avis, à l'origine de l'astrologie. C'est également quelque chose qui a été emprunté et récupéré à un certain moment. On voit qu'à l'origine de l'astrologie, on avait un système à 4 facteurs et pas à 12, c'est une évidence. Le système d'origine de l'astrologie, c'est pas le Soleil et la Lune, c'est la Lune. La Lune qui est d'ailleurs un facteur masculin.
qu'on trouve notamment dans le Mahabharata, avec une lune qui a 28 épouses, dont les préférées, dont la préférée est justement une des 4 étoiles fixes royales, Aldébaran. La lune rencontre effectivement, par-delà la question des conjonctions des nouvelles lunes, pleine lune, qui à mon avis n'est pas essentiel ici. Ce qui est plus important, c'est ensuite le fait de tenir compte des rencontres de la lune avec les 4 étoiles fixes royales. Qui divisent effectivement le cycle lunaire de un mois en 4 temps. Et ce ne sont pas les mêmes temps que ceux des phases de la lune. Il ne faut pas associer systématiquement la Lune et le Soleil, parce que, au fond, la division en 12 de l'année n'est pas essentielle en astrologie. Ce qui est important, c'est la division du mois, dans le premier temps, en 4 temps. Et ensuite, on passe du mois, et ces 4 temps de 7 jours, à un mois saturnien, avec 4 temps de 7 ans. On ne passe pas par le stade semi-lunaire, 12 mois. Un peu comme la question du gâteau qu'on coupe en 4, puis en 8, c'est pas de. Passer de 4 au 12, c'est pas du tout évident. Ça a été dicté par un emprunt à une réalité semi-lunaire, qui paraissait intéressante en astrologie, et qui a pu effectivement jouer un certain rôle algorithmique pendant un certain temps, mais en plus, quand cet algorithme 12 mois est de moins en moins clair, moins en moins compréhensible, à telle enseigne d'ailleurs que dans la plupart des manuels d'astrologie, on ne nous parle même pas de la symbolique et de comment on a fait les 12 mois. Et malheureusement, quand on compare la symbolique des 12 mois avec la symbolique des 12 signes, on reste sur sa fin. Il y a quelques cas qui montrent qu'il y a une traçabilité dans ce sens, mais c'est très décevant. Donc finalement, ces 12 signes, on voudrait qu'ils soient des entités complètement distinctes. Ces 12 signes, pas très bien à quoi ils servent, mais sinon, en astropsychologie, et justement, c'est tout le problème, c'est que l'astropsychologie semble être née de cette cristallisation de l'algorithme zodiacal. Et ça, c'est extrêmement fâcheux. Donc l'astropsychologie serait née d'une crise de l'algorithmique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on finit par ne plus chercher à comprendre comment un processus se développe par phases successives, mais chaque état algorithmique devient une entité en elle-même qu'on va étudier en tant que telle, par rapport à l'élément, par rapport à la planète dominante du domicile, par rapport à toutes sortes de facteurs, la polarisation en maison. Au lieu de, on n'est plus dans un flux, dans une fluidité algorithmique, on est complètement dans le babélisme, c'est-à-dire dans la distribution de la tour de Babel, avec chaque élément algorithmique qui devient complètement autonome. Un peu comme dans un royaume, à un certain moment, chaque province tend à devenir autonome et à ne plus dépendre directement et correctement du pouvoir central. Alors revenons à la question que nous posions depuis un instant, à savoir cette réaction affolée en disant mais alors, qu'est-ce qui va se passer si on enlève ce que vous appelez les fameux algorithmes, cette tétralogie, signe, maison, planète, aspect, qui constitue effectivement le gros de l'enseignement astrologique, et par conséquent, qui est aussi un gagne-pain et un matériau à développer, quelque chose à dire, à transmettre. Évidemment, beaucoup de gens attendent de l'astrologie qu'elle leur donne des choses à dire et à enseigner. Pas non plus exagéré. Alors, non, là c'est effectivement la forêt qui cache l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Un algorithme, c'est simplement un découpage, une subdivision d'un processus. Mais si je vous dis par exemple de couper, si je vous donne un couteau, il faut aussi avoir quelque chose à couper.
Si je donne des fourchettes, c'est pour avoir quelque chose à manger. Donc l'algorithme, lui, il se nourrit de quelque chose qu'on lui donne. Mais qu'est-ce qu'on lui donne? C'est la question là. Donc si on n'est pas capable de dire que l'astrologie fournit un matériau qu'il s'agit d'algorithmiser, fournit une structure de temps qu'il faut ponctuer, qu'il faut baliser, où va-t-on? Donc voyez-vous, c'est bien ça le problème, c'est que les algorithmes traditionnels, au fond, ils sont là pour masquer un vide, une vacuité structurelle de l'astrologie actuelle, qui est donc par conséquent menacée d'implosion. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai proposé de parler de la conjonction de Saturne avec Hippocampus, qui, là, ça n'est pas l'algorithme, ça. Ça, c'est la structure. L'algorithme, c'est de dire que la conjonction commence par un processus d'unification des trois éléments, puis ensuite de dissolvation, de dissolution de ce processus. Ça, c'est l'algorithme. Mais la structure fondamentale n'est pas cela. Ça saurait être ça. Un algorithme n'est pas une structure. L'algorithme, c'est l'organisation de la structure. C'est le balisage de la structure. C'est pareil. Et justement, à partir du moment où il y a une très grande diversité d'algorithmes, une très grande diversité des pratiques, dans une logique de centrifuge, de destruction de la tour de Babel, à partir de ce moment-là, on ne peut retrouver l'unité que si on fait un travail de balayage, de décantation, d'abstraction, qui permet de retrouver l'élément fondamental. Donc là nous ne sommes pas actuellement en phase, enfin, nous ne sommes pas encore en phase conjonctionnelle, nous en rapprochons, mais il est clair que dans peu de temps, d'ici 1 an et demi, 2 ans, on va devoir se colter une nouvelle conjonction de Saturne, cette fois avec Antares, au début du Sagittaire, anthropique, et que ce sera l'occasion de faire évacuer toute cette diversité pour se recentrer sur une structure commune simple et de mettre en place un algorithme qui lui-même sera aussi très simple. Donc il y a cette double exigence, la structure, l'algorithme. À partir de là, au bout d'un certain temps, cette notion d'unité va elle-même être relativisée, et donc on va à nouveau basculer dans une diversité. Et ce sera une nouvelle diversité, à partir de nouveaux frais, on peut dire. J'ai toujours dit que dans l'absolu, chaque praticien pouvait procéder comme il l'entendait. Mais que les solutions qu'il a trouvées n'ont pas de valeur universelle. Ce que fait le praticien avec le modèle astrologique, comment il le combine, comment il l'ajuste dans sa pratique personnelle, ce n'est pas mon affaire. Je suis pour une certaine forme de séparation entre la théorie et la pratique. La théorie est garante d'une cohérence, d'une structure. La pratique est une application, un ajustement, une contextualisation, une prise en compte de l'environnement, des conditions sur le terrain.
Et le modèle astrologique ne peut pas se substituer à cela. Là, on entre on touche à un sujet qui est extrêmement grave, qui est que dans une société, on a besoin de leaders, mais on a aussi besoin de gens qui sont capables d'élaborer, de repenser des applications. Ce qui est aussi créatif. Je suis pour la créativité des praticiens. Si les praticiens assumaient davantage leur créativité, on n'en serait pas là. Si les praticiens n'acceptaient de travailler qu'avec des algorithmes qui leur parlent, qui leur correspondent, on ne serait pas là. Le problème, c'est que ces praticiens, ils sont embarrassés, ils sont engoncés dans des algorithmes traditionnels qu'ils comprennent mal, qu'ils utilisent mal, et c'est ça le problème. Donc on a besoin de vrais praticiens imaginatifs, créatifs, en prise avec la réalité sur le terrain, en prise avec les personnes qui viennent les voir. Et c'est une façon pour l'astrologie d'échapper à une certaine sclérose, à une certaine cristallisation. Le problème que je soulève, c'est qu'en effet, il y a un problème d'acteurs. Si nous n'avons pas les bons acteurs, la société ne fonctionne pas bien. Il faut de bons acteurs pour la phase d'origine, de départ de l'algorithme, qui correspond autour de la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Il faut des gens qui sont capables de retrouver l'unité sous-jacente en évacuant ce qui est un petit peu, je dirais, des incrustations, des souillures, qui, je donne toujours l'exemple des assiettes. Vous prenez 12 assiettes, après un repas, on a l'impression qu'elles sont toutes différentes, ces 12 assiettes, alors qu'en réalité, c'est la même assiette. Il faut donc savoir faire la vaisselle, savoir nettoyer, pour faire apparaître l'unité derrière une apparence de diversité. Et puis en même temps, il faut aussi des gens qui sont capables, par leur propre culture personnelle, d'introduire en astrologie des choses qui leur conviennent. Hein, ça n'est pas du tout une menace pour l'astrologie qu'il y ait une diversité babélique de solutions. Du moment qu'on a ce socle fondamental qui, à nouveau, est bien mis en évidence. Autrement dit, l'algorithme, le travail de l'astropsychologie pourrait servir de socle à tous les astrologues, mais à partir de là, donc il ferait à la fois en tant que socle, il serait un fondement unitaire pour toute une communauté, mais en même temps, en contrepartie, chacun pourrait élaborer une certaine forme d'astrologie qui lui serait propre. Quitte éventuellement même à utiliser les anciens algorithmes zodiacaux ou autres, mais que ça ne vienne pas encombrer la pensée astrologique en tant que telle. Ça ne serait plus que de l'ordre presque du folklore personnel, de la culture personnelle. Mais si l'astrologue utilise d'autres formations que l'astrologie, d'autres systèmes de référence que l'astrologie, pour nourrir et pour habiter ce système de l'astropsychologie, il n'y a aucun souci. Il faut qu'il y ait une dialectique entre les gens qui sont dans la matricialité, qui sont capables de faire apparaître les matrices sous-jacentes à tout ce qu'on a pu rajouter par ailleurs. C'est ça le socle de la tour de Babel. Et puis il faut aussi des gens qui soient créatifs, inventifs, et surtout en phase avec les problèmes qui se posent sur le terrain. Or, nous avons, au lieu d'avoir ces deux catégories, nous avons une sorte de catégorie hybride où les gens ne sont ni l'un ni l'autre. Et bon, alors,
ils ne sont ni capables de matricialiser l'astrologie, de la recentrer, de la ressourcer, ni capables de l'adapter et de l'ajuster à la diversité du monde. On a une sorte de système comme ça, bâtard, une sorte de théorie pratique, de matrice adaptative qui n'a aucun sens. Il faut remettre en évidence cette dualité. Cette dualité qui est d'ailleurs peu ou prou celle des hommes et des femmes quand même. Je sais que c'est un sujet un peu tabou, un peu glissant, mais globalement, les hommes sont plus concernés par le début du cycle de 7 ans, et les femmes, davantage par la suite du cycle de 7 ans à mi-parcours. Par conséquent, on a aussi ce problème qui est que dans nos sociétés, cette dualité du leader et du praticien n'est pas bien vécue. Je vais en donner quelques exemples pour sortir un peu de l'astrologie, puisque j'ai bien dit qu'on ne devait pas s'enfermer dans l'astrologie. Je pense par exemple au niveau de la musique. Dans la représentation du public, il y a d'un côté le compositeur qui élabore cette musique, qui la codifie, qui la notifie, qui la met en partition. Et puis on a l'interprète qui va soigneusement suivre les instructions, les directives de la partition. Si vous voulez, ça n'est pas tout à fait satisfaisant ce modèle. Il faut le revoir. Au regard justement de la théorie cyclique. Parce que l'interprète, il faut revaloriser le rôle de l'interprète. L'interprète, ce n'est pas seulement celui qui traduit littéralement un texte. D'abord, déjà, quand on passe d'une langue à une autre, il y a déjà une attitude, une liberté de manœuvre quand même assez importante. Les mots ne sont plus les mêmes, etc. Enfin, sauf quand on reprend les mêmes mots d'une langue à l'autre. Mais moi, je pense qu'en musique, comme ça se faisait au XIXe siècle notamment, je pense que l'interprète doit prendre certaines libertés par rapport à la partition. Ouais. Il peut rajouter des choses, ce qu'on appelait autrefois la cadence. Et on attendait à un moment donné, à la fin d'un mouvement, que le violoniste, par exemple, puisqu'il y a eu beaucoup de violonistes qui sont illustrés dans ce domaine-là, joue des choses à lui qui soient dans l'ordre, dans le contexte, bien sûr, musical de l'œuvre. Mais on peut très bien imaginer qu'un interprète ne joue pas une sonate avec les mouvements dans l'ordre initial. Il peut très bien modifier cet ordre. Il peut très bien repenser certaines choses. Moi, je suis pour une créativité du praticien. Donc, cette façon de dire, oui, d'un côté, il y a celui qui décide de toute la structure, et puis l'interprète qui se contente d'appliquer, pour moi, ce n'est pas une bonne dualité. Et c'est d'autant moins une bonne dualité que je pense même que le compositeur ne doit pas livrer une œuvre achevée, mais doit esquisser quelque chose, doit montrer une méthode, une technique de travail, une nouvelle façon d'écrire la musique peut-être, mais il doit faire école. Donc par conséquent, on peut très bien imaginer une matrice musicale qui soit reprise par des gens qui vont recomposer. Et le compositeur, à mon avis, est plus valable au niveau dans un deuxième temps. Parce qu'un créateur musical, d'abord on appellerait ça un compositeur. L'expression n'est pas appropriée. Un compositeur, c'est quelqu'un qui fait des arrangements. Non, mais il y a une confusion à ce sujet-là. Le compositeur,
au sens où moi je l'entends, c'est quelqu'un qui improvise, qui déclenche une nouvelle rythmique, qui déclenche une nouvelle façon de faire de la musique, et à partir de là, il va être au centre d'une communauté d'artistes qui vont chacun eux-mêmes affirmer leur personnalité. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire dans cette causerie, il y a effectivement un nouveau regard sur la société, mais il faut aussi que cette société se ressaisisse elle-même. Hein, et ça, ce n'est pas de l'ordre. L'astrologie peut aider la société tout entière.